Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on vous souhaite la bienvenue pour ce 23e et dernier épisode de notre saison 3 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler On fait le bilan. Bah oui, c'est la fin de l'année. On va faire un peu le bilan de ce qui s'est passé cette année finalement dans toutes nos rubriques. Exactement, et on est très heureux de vous retrouver. Et on vous doit quand même un petit mot d'excuse Nous parce sommes que... le 7 juillet, nous avons officiellement plusieurs jours de retard. Exactement. Mais on vous aime quand même. Mais parfois, voilà, on ne maîtrise pas tout. Cette année, vous aurez remarqué qu'à plusieurs reprises, on a pris quelques libertés. Bah oui, c'est comme ça aussi, c'est ça, la vie du podcast. Ça vit avec nous et parfois, on a repris notre business d'avant Covid, en fait, finalement. Max me montrait à l'instant une jolie courbe des écoutes où on s'est rendu compte que le Covid nous avait apporté beaucoup d'auditeurs qui, aujourd'hui, sont en train de nous quitter. Donc, voilà, on va essayer de vous retenir quand même. On espère qu'on va réussir à maintenir votre attention, au moins jusqu'à la fin de cet épisode. Et voilà, et allez, on commence tout de suite par la rubrique d'actualité. Tout à fait, actualité. Premier bilan, on va faire un peu le bilan des législatives. Alors, comme vous le savez, en France, il y a eu des élections législatives au mois de juin, à l'issue desquelles, qui s'annonçaient déjà serrées pour plusieurs raisons. On a commencé juste après les présidentielles avec des sondages qui donnaient au parti de la coalition présidentielle une très nette majorité, une majorité absolue, c'est-à-dire qu'à elle seule, la coalition pouvait voter n'importe quelle loi, quel que soit le nombre de députés qui étaient présents de l'opposition en face. Et puis petit à petit, ces sondages se sont érodés pour arriver juste avant les élections à des sondages qui étaient à cheval sur une majorité absolue et une majorité relative. Et puis le résultat, c'est que sur les 577 députés de l'Assemblée nationale, seuls 245 sont issus de la coalition du président Macron, c'est-à-dire moins que la majorité absolue qui était de 289 députés, ce qui veut dire que on se retrouve dans une situation finalement qui a été assez peu connue en France. Il y a eu que 2 cas dans l'histoire de la Ve République en tout cas, où le gouvernement n'a pas eu la majorité absolue. Ce premier cas, c'était en 1958 pour l'Union pour la Nouvelle République du Général de Gaulle, qui a obtenu 206 sièges. C'est la plus faible majorité existante de l'histoire de la Ve République. Ils se sont toutefois appuyés sur les sièges du Centre national des indépendants pour pouvoir gouverner. Donc il y a eu une forme de coalition à l'époque. Et puis une deuxième majorité relative en 1988. Le président de l'époque, François Mitterrand, socialiste, tout juste réélu, avait dissous l'Assemblée nationale. Les socialistes et leurs alliés n'avaient alors obtenu que 275 sièges au Palais Bourbon, soit 14 députés manquant à l'appel pour la majorité absolue. Ce qui veut dire que pendant 5 ans, les premiers ministres successifs, Michel Rocard, Édith Cresson et Pierre Bérégovoy, ont été contraints pour faire passer leur texte de s'accorder avec les communistes, tantôt avec les centristes, mais quand le compromis n'était pas possible, ils le faisaient passer via le recours à l'article 49.3 de la Constitution qui permet de faire adopter un texte en contournant l'Assemblée. Au bilan, donc, pour revenir sur les résultats, la NUPS, la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, a renvoyé 137 députés à l'Assemblée nationale, dont 73 issus de la France insoumise. Mais le plus important et le plus dramatique aussi de ces élections, c'est le Rassemblement national qui, lui, envoie pas moins de 89, j'aurais aimé que ce soit 39 finalement, 89 députés à l'Assemblée nationale. C'est son plus grand groupe sur toute l'histoire de la Ve République. C'est aussi dans une France où les élections ne se font pas à la proportionnelle, c'est-à-dire au nombre de voix qu'obtient chaque parti, mais vraiment par circonscription. Une forme de logique quand on connaît les résultats du Front National, qui est arrivé 2 fois successivement au deuxième tour de la présidentielle, en faisant successivement des scores de plus en plus
élevés. Donc on peut aujourd'hui pousser des cris d'orfraie et se dire que c'est un scandale et que tout ce qui se passe est absolument dramatique, mais on peut aussi se dire qu'on aurait dû le voir venir et que peut-être il aurait fallu réagir avant, ce que n'ont pas fait tous les partis, à commencer par Emmanuel Macron qui avait promis de se battre lors de son élection en 2017 contre la montée des extrêmes. Alors, aujourd'hui, on est finalement en France dans une situation qui est un peu inédite. On se pose un peu la question, qu'est-ce qui va se passer dans les jours et dans les mois à venir? Comment le gouvernement va pouvoir faire passer ces textes? Alors, comme on vous l'a dit, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de s'allier avec différents partis, en fonction des textes qu'ils font passer. Si on est sur un texte à connotation plus sociale, il sera peut-être possible de faire une alliance avec le Parti socialiste, par exemple, peut-être même les écologistes, même si on sait que Macron et l'écologie, c'est pas vraiment son fort. Il avait quand même réussi à nommer Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique. J'ai jamais très bien compris d'ailleurs pourquoi Macron nommait systématiquement des personnalités de droite. Il a recommencé d'ailleurs avec Christophe Béchu. Ça me permet de faire une petite aparté sur ces ministres qui, comme Amélie de Montchalin, n'ont pas été réélus. Alors il y a une règle qui n'est pas une règle écrite, mais qui est une règle tacite, disant qu'un ministre qui se présente aux législatives et qui est battu doit démissionner. Alors plusieurs ministres ont eu chaud, on pense notamment à Clément Beaune, que nous on apprécie beaucoup à titre personnel, mais qui a eu très chaud dans sa circonscription parisienne puisqu'il a remporté au deuxième tour avec 50,8% des voix. Et puis, tout comme Amélie de Montchalin, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a été battue dans son fief dans la circonscription où elle se présentait, de 56 voix par le Front National. Justine Bénin, secrétaire d'État chargée de la mer, elle briguait un deuxième mandat en Guadeloupe. Elle a été créditée de seulement 41% des voix contre le candidat de la NUP. Voilà, et puis il y a des figures de la Macronie qui ont été expulsées aussi, Christophe Castaner, Richard Ferrand. On verra dans quelques mois qu'est-ce qu'on en sortira, mais voilà, en tout cas, c'est peut-être l'occasion de faire aussi un peu de ménage et de partir sur de nouvelles têtes. Alors pour revenir à ce qui va se passer maintenant, le gouvernement a cette option donc de s'allier avec d'autres partis. L'autre option, c'est de passer avec l'article 49.3 de la Constitution, qui permet de contourner le vote de l'Assemblée nationale pour faire passer à une loi directement. On va pas se mentir, c'est pas très populaire. Je pense pas que ce sera utilisé très souvent parce que c'est quand même. On s'est plaint depuis 5 ans que Emmanuel Macron avait déjà squeezé pas mal l'Assemblée nationale et on a souvent parlé d'une assemblée de godillots. On n'est pas là pour savoir si c'était le cas ou pas, mais en tout cas pour remarquer que ça a été déjà un problème. Non, puis alors, il faut quand même dire que en plus avec le caractère assez vocal de la France Insoumise, je pense que déjà qu'il dénonce en gros le fait que. Passe leur temps à gueuler, c'est épuisant. Finalement. Je suis désolé, mais. Le groupe Renaissance et Ensemble, enfin tout ça, a complètement perdu les élections. Bon, certes, ils n'ont pas la majorité absolue, mais ils ont quand même le premier groupe à l'Assemblée nationale. Mais en fait, on a quand même l'impression que c'est LFI qui a gagné, quoi. Je crois que tout le monde doit balayer un peu devant sa porte. Mélenchon va nous ressortir, comme il y a 5 ans, nous a ressorti d'ailleurs, comme il y a 5 ans, qu'à 1,5 million de voix près, la NUP était majoritaire à l'Assemblée nationale. Pitié, sortons un peu de ces espèces de petites sorties à la con, mais populistes et sans aucun intérêt. Et puis concentrons-nous un peu sur qu'est-ce qu'attendent les Français, quel est le message qui est passé au cours de ces élections. Je rappelle qu'il y a 89 députés Rassemblement national qui ont été élus. Ça veut dire que c'est un échec aussi de la gauche qui n'a pas su convaincre quelle était la meilleure alternative pour des mesures sociales aujourd'hui, alors qu'un certain nombre de gens en France, de plus en plus, sombrent dans la précarité. Difficile de savoir aujourd'hui où on en sera dans 1 an, dans 5 ans. On vient juste de passer quelques moments avec des cris d'orfraie, avec l'élection notamment des présidents, des questeurs et de la présidente, des questeurs et des vice-présidents de l'Assemblée nationale. Pour mémoire,
deux vice-présidents au Rassemblement national ont été élus. Alors, ils sont tout en bas de la liste. Il faut savoir que le principe à l'Assemblée nationale, c'est que les vice-présidents remplacent la présidente, Yaël Braun-Pivet, qui est l'ancienne présidente de la commission des lois. Il remplace la présidente quand elle n'est pas disponible, par ordre d'arrivée au nombre de votes. Donc il y a 5 vice-présidents avant d'arriver aux 2 vice-présidents du Rassemblement national. Autant dire qu'il y a très peu de chances qu'on les voit au perchoir pendant cette législature. C'est vrai que symboliquement, c'est moche. Après, voilà, ça fait aussi partie de la représentativité à l'Assemblée nationale. J'ai pas de réponse sur cette question. Je m'interroge vraiment simplement juste sur comment est-ce qu'on va traiter le fait qu'il y a 89 députés Rassemblement national à l'Assemblée. On va souhaiter bon courage à Elisabeth Borne, première ministre de l'ère Macron et première femme depuis Edith Cresson nommée Premier ministre. Et on va espérer qu'on trouve une solution pour aller vers l'apaisement. Qu'on arrive peut-être à envisager une démocratie parlementaire de compromis, comme ça peut se faire dans pas mal d'autres pays d'Europe. Mais en fait, dans la majorité des pays européens, j'ai plus les chiffres, j'aurais pu les rechercher, mais je crois qu'il y a 15 pays européens qui fonctionnent avec des majorités, des listes élues à la proportionnelle, et ça se passe plus ou moins bien. Regardez, même en Belgique, où ils ont passé 590 jours sans gouvernement parce que personne n'arrivait à se mettre d'accord, ils sont quand même débrouillés. On a toujours un gouvernement d'affaires courantes qui traite l'urgent. Deuxième sujet, Max, on va faire le bilan de la PFUE. De la PFU. Revoilà la PFU. La présidence française du Conseil de l'Union européenne. Ça s'est plutôt bien passé, tu vas nous dire. Exactement. Finalement, ça a été une présidence un petit peu bouleversée. Vous l'imaginez bien. Mais néanmoins... Tout avait bien commencé jusqu'à ce que... Ah bah oui, la guerre en Ukraine a un petit peu bouleversé les choses, et donc ça a été aussi du coup une présidence très politique, et elle a été saluée de manière assez unanime parce que néanmoins un certain nombre de choses ont pu progresser, et donc voilà, comme toute présidence, elle s'ajuste aux réalités politiques du moment, et donc l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février a effectivement profondément changé la donne et poussé la France à recalibrer un certain nombre d'actions. Et c'est vrai que ça a quand même mobilisé beaucoup les responsables politiques, à la fois sur le plan de la diplomatie, de la défense, mais aussi sur le plan économique et énergétique, puisque en fait cette guerre a aussi eu un impact extrêmement important sur un plan économique, vous le savez bien. Voilà, donc sur le plan de la diplomatie et de la défense, il y a eu un travail intense pour essayer de forger des compromis, et notamment sur ce qu'on a appelé les trains de sanctions, puisqu'il y avait déjà des premières mesures qui ont été validées par les 27 dès le 24 février au soir, avec notamment la fermeture de l'espace aérien européen aux avions russes, l'exclusion des banques de Russie du système de messagerie bancaire SWIFT, qui a finalement été validé relativement rapidement, mais aussi un embargo sur le charbon provenant de Russie, et de même au final que sur 92% des importations de pétrole russe. Il y a une grande innovation en matière de défense aussi parce que, et de sécurité défense, on va dire de manière plus générale, l'Union européenne a pour la première fois, par le biais de ses États membres, financé la livraison d'armes à un pays tiers au travers de la Facilité européenne de paix, et on a quand même une aide militaire qui au total atteint les 2 milliards d'euros, ce qui est tout à fait inédit. Donc ça, c'est quand même assez important. On vous l'avait dit aussi, le 25 mars, le Conseil européen a validé la boussole stratégique, c'est-à-dire le document d'orientation en matière de sécurité et de défense pour les 10 prochaines années. Et donc, naturellement, ce texte a été un petit peu modifié du fait de la guerre en Ukraine, mais globalement, un document d'orientation qui est assez important. En matière de politique de voisinage, l'Union européenne, finalement, a
accordait, vous le savez, le statut de candidat à l'adhésion à l'Ukraine et à la Moldavie le 23 juin, soit moins de 4 mois après que leur demande officielle ait été formulée. Bien sûr, là encore, conséquence de la guerre en Ukraine, mais c'est un délai particulièrement rapide. Et puis la France, vous le savez peut-être moins, mais a œuvré à relancer le processus d'intégration des Balkans occidentaux, notamment en travaillant sur la Macédoine du Nord, où il y a un blocage de la Bulgarie pour des raisons différents linguistiques et culturelles, et également pour l'Albanie. Voilà, donc les choses ont un petit peu avancé, même si ça n'a pas été encore au bout. Il y a eu cette nouvelle idée que Emmanuel Macron a portée également, c'est cette idée de projet de communauté politique européenne. On en a parlé dans un précédent épisode de notre podcast. Alors, c'est finalement que les prémices, et on n'y est pas encore, mais en tout cas, c'est une idée qui avait été finalement peut-être esquissée auparavant, mais qui a enfin commencé à trouver une première formulation. En matière de voisinage et de politique étrangère, on a aussi eu des relations avec l'Afrique, entre la France et l'Afrique, et puis l'adoption d'une stratégie pour l'Indo-Pacifique. Gros sujet également de la présidence française de l'Union européenne, c'était le numérique. Et là, on a eu 2 projets phares de régulation du numérique qui ont fait l'objet d'un accord entre le Parlement, le Conseil et le Conseil de l'Union européenne. Donc ce qu'on a appelé le Digital Market Act, donc l'acte sur le marché digital, qui vise à encadrer les activités économiques des plus grandes plateformes pour réduire la dépendance des entreprises et des consommateurs vis-à-vis de leurs services et finalement favoriser une concurrence au niveau européen. Et puis l'acte sur les services digitaux, le DSA, sur lequel un compromis a été trouvé en avril et qui cherche à freiner la diffusion en ligne de contenus illicites, haineux, pédopornographiques, terroristes, et la diffusion de produits contrefaits ou dangereux. Voilà, donc gros sujet, je l'ai dit aussi en matière d'indépendance énergétique, puisque l'objectif, il y a eu beaucoup de travaux, vous le savez, pour essayer de faire en sorte que les capacités de stockage de gaz soient comblées avant l'hiver, pour essayer de sécuriser les approvisionnements en énergie des États membres, et puis surtout monter en puissance les autres sources d'énergie. Donc ça, c'est aussi vraiment en lien avec finalement le paquet climat de la Commission européenne. Donc ça, c'était aussi un sujet, vous avez peut-être vu, mais à la fin du mois de juin a été finalement adopté un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui permet en fait d'avoir une certaine équité entre les produits qui sont produits au sein de l'Union européenne et les produits qui sont produits en dehors de l'Union européenne et qui finalement n'étaient pas soumis aux mêmes règles. Par ailleurs, il y a eu aussi un certain nombre d'accords sur des textes clés, par exemple le nouveau marché du carbone pour les secteurs du bâtiment et du transport routier, et puis également un fonds social pour le climat qui a été approuvé par les États membres pour la période 2027-2032 pour un montant de 59 milliards d'euros, incluant une aide directe aux revenus pour les Européens. Voilà. En matière d'économie, vous le savez, la grande priorité, c'était le nouveau modèle de croissance européenne. Mais finalement, c'est vrai que l'énergie et la défense ont quand même beaucoup accaparé le sommet de Versailles de mars. Et puis, surtout, il y a quand même cette grande crainte sur l'inflation qui est en train de bondir et l'économie qui est quand même en difficulté. Donc ça a été l'objet de beaucoup de négociations également. En matière sociale, c'était aussi un des axes prioritaires. Ils les ont achevés, c'est pas possible, ceux qui ont bossé sur la PU. Oui, exactement. Ils les ont tués, là. Il y a un des succès, c'est la directive sur les salaires minimums, sur lequel un accord a été trouvé entre les États membres et les eurodéputés le 7 juin. Donc il n'y aura pas une rémunération minimale unique au niveau européen, mais il y aura une convergence à la hausse des SMIC des 21 États membres qui en sont dotés pour éviter d'avoir du dumping social au sein de l'Union européenne.
Par ailleurs, une autre avancée concerne la directive sur l'équilibre femmes-hommes dans les conseils d'administration au sein de l'Union européenne, puisqu'il y a eu un accord sur un texte qui avait été présenté pour la première fois en 2012. Alors vous imaginez, il y a du chemin qui a été parcouru. Ce qui a été obtenu, c'est que d'ici à 2026, la part des femmes dans les postes d'administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse devra être au moins de 40%. Voilà. Sur l'espace Schengen, il y a eu effectivement des discussions pour revoir l'espace Schengen. Pas encore complètement finalisé, mais ça a quand même un petit peu avancé. Et puis, le dernier sujet, c'était la conférence sur l'avenir de l'Europe. On vous en a parlé. Un exercice assez inédit de consultation des citoyens à l'échelle de l'Union européenne. C'était une proposition initialement qui avait été faite par Emmanuel Macron en mars 2019. Finalement, ça a un peu fait pou et non pas pu, parce qu'on a eu un rapport de 49 préconisations qui a été finalement discuté au Parlement européen, mais pour lequel finalement, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Donc on verra comment ça va se passer. Voilà pour ce bilan de la présidence française. Comme vous le voyez, il y a quand même beaucoup de choses et c'est un travail de longue haleine. Une présidence, ça se prépare 2 ans en avance. C'est aussi quelque chose qui se fait en trio, donc avec les 3 présidences, donc la France, la République tchèque et la Suède. Donc la République tchèque a pris la présidence au 1er juillet jusqu'au 31 décembre et ensuite ce sera la Suède à partir du 1er janvier 2023. Merci Max pour ce bilan de la PFU. J'espère que j'ai pas été trop long. Mais non, écoute, on va faire un point Belgitude très rapide. Je voudrais, alors on est le 7 pour vous donner l'idée parce qu'on risque de publier le podcast un peu plus tard. On ne sait pas exactement quand, mais on vous tiendra au courant très vite. On est le 7 juillet et aujourd'hui, le Tour de France est passé en Belgique. Il est parti de Binche, dans le Hainaut, à l'occasion de sa 6e étape. Et c'est l'occasion de revenir un peu sur une très courte histoire du cyclisme en Belgique. Alors le cyclisme en Belgique, c'est un peu comme le foot ou comme le hockey. C'est un des 3 sports, on va dire, c'est le trio de tête des sports qui donne de la chair de poule aux Belges quand on leur en parle, parce que ils ont une histoire dans le cyclisme et des champions qui sont absolument sans égal, notamment le champion que tout le monde connaît. Vous avez au moins entendu son nom, c'est Eddy Merckx, qui est quand même le champion le plus titré en matière de grand tour international, puisqu'il a gagné 11 grands tours, plus que Bernard Hinault ou Jacques Anquetil, plus que n'importe quel coureur contemporain. Et donc depuis Eddy Merckx, il y a toute une histoire autour du cyclisme en Belgique. Alors comme aux Pays-Bas, un peu comme dans les pays du Nord, mais à une échelle un peu moindre, le cyclisme, c'est le cyclisme en Belgique, c'est aussi un peu une tradition pour sortir de sortie le week-end, pour aller au travail. C'est moins prononcé que dans les pays du Nord, mais c'est beaucoup plus en vogue qu'en France. On râle toujours beaucoup parce que les infrastructures sont encore pas tout à fait au niveau, mais il y a de l'argent qui arrive petit à petit. Les provinces ont créé des autoroutes pour vélo. On a autour de Bruxelles, notamment, dans l'objectif de désengorger. On vous a beaucoup parlé de nos expériences de cyclistes à Bruxelles, mais pour désengorger aussi les nombres de voitures qui tous les jours arrivent dans la capitale, déboulent dans la capitale, des navetteurs, des autoroutes qui viennent aujourd'hui de Louvain. Il y en a une en construction, mais qui existe déjà jusqu'à Vilvoorde, mais qui pourrait aller jusqu'à Mechelen et même Anvers. Et puis en Wallonie, un certain nombre d'autoroutes cyclistes qui devraient arriver dans les 5-7 prochaines années. Bon, on espère que ce ne sera pas comme d'habitude dans les 10-30 prochaines années, mais officiellement c'est dans les 5-7 prochaines années, qui viendront de Namur, de Wavre, de Waterloo et de Nivelles notamment. Voilà, donc en Belgique, il y a vraiment cette culture du cyclisme. On se souvient aussi qu'il y a 2 ans, en 2019, le Tour de France était parti de la Grand Place. Ah oui ? Ah oui. Mais on n'y avait pas été. Le Tour de France était parti de la Grand Place. Je pense que non, on n'y a pas été, non. Et ça crée toujours une grande ferveur populaire. Et puis, ce qui m'a fait penser à ce point Belgitude aussi, c'est non seulement aujourd'hui le Tour de France, mais le fait qu'il y a 2 semaines en arrière, on a fait un week-end à Newport, au bord de la côte belge. Newport en Belgique, hein, effectivement. Newport en Belgique, oui, au bord de la côte belge.
Et depuis le tram, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une course cycliste. Et c'était rien d'autre que les championnats de Belgique de cyclisme. Nous, on n'était pas du tout au courant qu'il y avait ça, mais on a pu observer depuis un terrain privilégié, faire voir passer le peloton des championnats de Belgique, qui sont notamment passés le long de cette côte, à Misselkerk, à Ostende, bref. On a eu très beau temps ce jour-là, et eux aussi, et c'est tant mieux. Voilà, et vous avez toujours des foules qui se massent au bord de la route pour ces courses, comme pour le Tour de France, comme on sent une vraie ferveur, et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup en Belgique, c'est qu'ils ne sont pas, alors ils s'investissent pas à moitié dans ce qu'ils font, alors parfois ça dérape un peu, hein, notamment suite à certains épisodes malheureux au foot, mais bref, fondamentalement c'est quand même assez chouette. Merci beaucoup Guillaume pour ce point belgitude qui est tout à fait durable et du coup aussi très en phase avec ce qu'on aime aussi porter. Tout à fait. Et on se réjouit que le cyclisme et les mobilités douces comme on les appelle puissent se développer également à Bruxelles. On passe à la rubrique Vite Couple. Jingle. Vite couple aujourd'hui, sans transition, on fait un peu le bilan de notre saison, quoi, notre année. On espère qu'on n'a pas été trop chiant. On espère qu'on n'a pas été trop chiant, mais on est fatigué. Ouais, je confirme. On ne sait pas vous, mais c'est une année qui nous a beaucoup, qui était en haut et en bas comme nous. Alors, je regardais, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé, mais le projet Pieuvre sur Instagram. Il y a toujours ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, c'est la personne souriante, tout va bien, tout machin, tout truc, et puis il y a la vie à côté. Nous, c'est aussi un peu comme ça. On a eu des très chouettes moments cette année, puis des moments un peu plus compliqués. Moi, je crois que mon bilan, c'est de se dire qu'on a encore passé une année de plus tous les deux, et qu'au bout de 12 ans, ça va toujours pas si mal. Hein. On arrive encore à se supporter, même quand on est fatigué. Ce qui n'est pas une gageure. On s'engueule toujours un peu parce que j'ai la fatigue j'ai la fatigue triste, j'ai la fatigue un peu triste, donc j'ai tendance à être un peu plus irritable quand je suis fatigué. Mais effectivement, on est très heureux d'être ensemble, on est très heureux de pouvoir passer de bons moments ensemble. On a fêté, comme disait Guillaume, dignement nos 12 ans autour d'un bon petit repas, voilà, c'est toujours très agréable. C'était pas un étoilé cette année, on a été raisonnable. Si, c'était un étoilé vert. C'était un étoilé vert, c'est vrai, c'était un restaurant qui a une étoile verte Michelin. Alors l'étoile verte Michelin, absolument tout. Voilà, c'est zéro déchet. Donc ils réutilisent, notamment ils font des infusions avec les pots. 100% végétarien. Voilà. Ça s'appelle Houmous Hortense, si jamais. Une expérience tout à fait intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette année ? Ça a été finalement l'année un peu l'année post-Covid, quoi. Mais du coup, retour à la plus que normal. On était, j'ai le sentiment que après 2 années où on n'a finalement pas vu grand monde, pas fait grand chose, mais en même temps, on a eu des périodes où on était quand même juste à fond, y compris professionnellement, pour moi notamment, où c'était juste too much. On n'a pas tous vécu le même confinement, je vous assure. On a, il y avait un peu le sentiment ou la volonté de rattraper les choses. Et là, clairement, la fin de l'année, là, c'est juste too much. En plus, c'est au boulot très chargé. Mais alors aussi perso, on n'y arrête pas, quoi. Et voilà, donc c'est. Au secours. Ouais, on va vraiment, je pense, être très heureux d'être en vacances. Non pas que ça nous, comment dire, qu'on n'est pas content de faire des épisodes de podcast, mais comme vous avez pu le voir, ce rythme très intense fait aussi que du coup on est un peu charrette pour faire nos épisodes. Tout à fait. Bon là, c'est exceptionnel de décaler comme ça, mais on vous remercie encore pour votre grande compréhension. Indulgence. Bref, bilan de cette année, on va essayer on a appris beaucoup aussi dans un sens. Hein. On va apprendre à mieux gérer nos emplois du temps. Ça, c'est une constante chez nous, de toute façon. Pour l'année prochaine, on espère. Oui, on n'arrivera toujours pas à synchroniser nos emplois du temps professionnels. Ça, je crois que c'est une cause perdue depuis qu'on est ensemble. Qu'est-ce qu'on a comme bilan à tirer ?
Alors, je dois dire que je suis assez heureux parce que par rapport à ce petit défi qu'on s'était donné de moins utiliser, de plus voyager en train et de pas utiliser trop l'avion, on a quand même, en tout cas pour nos trajets habituels, On garde des bonnes habitudes. On a arrêté plein de trajets, On fait plus d'Annecy, on fait plus de Bruxelles-Genève, on fait plus de Bruxelles-Lyon en avion. On fait des Bruxelles-Nantes, on a fait en train. En train. Donc, en tout cas, du côté du train, je pense que on a quand même tenu cet objectif-là. Après, bon, malheureusement, c'est quand même un budget. Ça, je crois qu'on en est tous conscients et c'est sans doute un élément d'effort qu'il faudra que les politiques publiques fassent. Parce que si on veut promouvoir le train comme étant vraiment un moyen de transport qui est bon pour l'environnement, il va aussi falloir que ça ne soit pas le moyen de transport le plus cher, quoi. Voilà, on a continué à faire pas mal de vélo et donc ça c'était chouette. On a réussi à quand même maintenir relativement notre rythme de sport. Bon, je dois quand même dire que ces derniers temps, c'est surtout ces derniers temps, c'était surtout toi parce que moi j'ai juste pas le temps. Je dors, je travaille, je dors. Prendre soin de soi, ça commence par ça. Vous voyez, ça c'est un combat qu'on va mener pour l'année prochaine. Ça. Apprendre à prendre plus le temps dont on a besoin pour rester en forme, notamment. Oui, savoir dire non. Savoir dire non. Mais tant pour le perso, mais aussi au boulot. C'est pas évident, mais après, voilà. On peut pas dire que c'est un choix, c'est plus compliqué que ça. Cependant. Lui donner des responsabilités. Formidable. Je précise que c'est un stage rémunéré plutôt pas trop mal. Très bien rémunéré. Un stage d'une année. On peut se permettre de donner des responsabilités aux stagiaires. Ça va. On vous rassure, les responsabilités seront à la mesure du stagiaire. Mais voilà. Il a passé des soirées entières combien t'as vu de profils ? On avait 470 candidatures. Et je peux vous dire que si on veut faire les choses un petit peu sérieusement et regarder chaque candidature... Je vous assure que si vous devenez son stagiaire un jour, c'est que vous l'avez... vous l'avez mérité, mais... Mais il y en a qui se sont plaints de ne pas avoir été shortlistés. Oui, parce qu'on a quand même shortlisté 11 personnes, ce qui était quand même déjà beaucoup, parce qu'en règle générale, on est plutôt sur une liste de 5 ou 6. Donc là, 11, c'est quand même beaucoup. Et il y a une personne qui s'est plainte de ne pas avoir été prise. Mais en ayant relu son profil, vraiment, alors aucune expérience liée au domaine dans lequel je travaille. Et globalement, une certaine incompréhension de ce qu'on fait, globalement, oui, mais qui était un peu à côté de la plaque. Malheureusement, à ce stade-là, quand vous avez 470 candidatures, ça se joue sur des détails. Enfin là, c'est pas un détail. Lui, il était clairement off, quoi. Enfin bon, donc nous avons demain matin les entretiens avec les 10 candidats, puisqu'il y en a un qui a décliné, qui avait trouvé quelque chose, super pour lui. Et donc, voilà. Donc ça va être une expérience intéressante également. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bilan à vous partager ? On va enfin pouvoir faire notre voyage aux États-Unis après 3 ans. Un bilan ça, c'est quand même pas rien. De pouvoir retraverser l'Atlantique et pouvoir... La semaine prochaine, c'est bisous, je m'envole. Exactement. Ouais. Et là, il n'y avait pas de TGV pour faire le trajet, malheureusement. Et on a essayé, je veux dire. Mais bon, voilà, cette année, c'est pas forcément une année... le tunnel sous l'Atlantique, c'est pas encore ça. Non, c'est pas encore ça. Voilà, écoutez... Au-delà du bilan, il y avait un truc dont on voulait parler aussi. C'était de Drag Race France. Ah oui. Et oui, effectivement, on a passé... Alors peut-être que... Je pense qu'on avait parlé déjà de Drag Race, qui est un concept qui a été popularisé avec par RuPaul aux États-Unis. Voilà, et ils ont fait une déclinaison France de ce concours des drags, en fait,
des drag queens. C'est honnêtement, au début, je me suis dit ouais, ça va être un truc réchauffé, pas très bien fait, tout ça. Mais c'est vraiment très très chouette, très très bonne ambiance. Et on vous invite, si vous connaissez pas trop, c'est un transfert de concept qui a été très bien réalisé, qui s'est beaucoup adapté à ce qu'on attend aussi en France. On est beaucoup plus, je pense, peut-être encore plus dans la théâtralité qu'aux États-Unis, encore plus dans la haute couture. Là, on est sur des détails. Là, on est vraiment, il s'arrête vraiment sur des détails. C'est vraiment chouette. Et puis ça permet de découvrir pour nous aussi, même si c'est vrai qu'on n'est pas forcément très au fait et on devrait l'être un peu plus. Et donc on va essayer d'aller l'année prochaine chez Maman à Bruxelles. Alors quand je dis chez Maman, c'est pas chez ma maman, mais c'est dans un cabaret où notamment se produisent des drag queens ou peut-être des drag kings aussi, puisqu'on a découvert lors du dernier épisode que ça existait. Voilà, on vous conseille que si vous avez pas envie de passer un chouette moment de regarder ça, alors évidemment parfois ça vole pas forcément toujours super haut, mais globalement on est vraiment dans une émission relativement bon enfant, dont on voudrait aussi signaler qu'elle est diffusée sur France 2. Alors elle est diffusée à minuit, mais pour le principe à la base elle ne devait être diffusée que sur France TV Splash, qui est la chaîne en ligne de France TV. Et finalement, devant le succès qu'elle a eu, le premier épisode a eu, France 2 a décidé de diffuser l'ensemble des épisodes sur sa chaîne. Et voilà. Donc en tout cas, c'est pour tous les âges et très très bonne ambiance. On vous encourage à aller découvrir Drag Race France. Merci Max. Un dernier petit sujet, rubrique Geek Tech, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui ? Eh bien, je voudrais vous parler d'une innovation et d'accessibilité. En fait, j'ai découvert une petite vidéo sur une entreprise qui s'appelle Omni et qui finalement a développé une fixation qui permet en fait de motoriser les fauteuils roulants classiques grâce à une trottinette électrique. Parce que, vous savez, les trottinettes électriques, on en voit de plus en plus et un peu partout. Et en fait, ils se sont dit, pourquoi ne pas utiliser en fait, les trottinettes électriques pour motoriser des fauteuils qui ne sont pas à la base motorisés. Et vous le savez, en fait, la majorité des gens qui sont en fauteuil n'ont pas les moyens d'avoir un fauteuil qui soit motorisé. Ils se sont inspirés d'un fauteuil roulant à 3 roues et du coup, ils ont développé une petite fixation et en fait, ça permet aux personnes qui sont en fauteuil d'avoir une mobilité beaucoup plus facile grâce à cette trottinette électrique qui, en fait, avec ce système, s'adapte vraiment sur tous les types de fauteuils. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc, on vous diffusera sur nos réseaux cette petite vidéo. C'est une personne en fauteuil roulant qui a monté cette boîte avec l'aide de 4 ingénieurs. Et voilà, donc ça a son petit coût quand même parce que c'est 590 € la fixation, auquel il faut ajouter le prix de la trottinette électrique, donc à peu près 1 200 € au total. Mais globalement, c'est 4 à 5 fois moins cher que le coût d'un fauteuil motorisé. Donc vous voyez, ça fait quand même une sacrée différence. Voilà, donc moi j'adore ces petites innovations qui changent la vie des gens. Et de ceux qui en ont le plus besoin aussi. Exactement. Super, merci. Bon, au bilan, moi je trouve que c'était un chouette épisode. On a mis un peu de temps, mais on vous l'a fait avec beaucoup d'amour. Exactement. Et c'est déjà la fin de ce 23e épisode. Et c'est aussi la fin de notre 3e saison. Mon Dieu. De Tranches de couple. Alors on va pas vous mentir non plus, on ne sait pas tellement à quoi va ressembler la rentrée, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va vous proposer. Ce qu'on sait, c'est que l'année prochaine, à un moment donné, il y aura probablement des nouveautés qui vont arriver. On avait prévu de tout préparer avant les vacances, et puis voilà, comme on vous l'a dit, on est un peu charrette. Donc, on vous tiendra au courant de la reprise des épisodes de fin août, début septembre. Suivez-nous sur Facebook si ce n'est pas le cas. Suivez-nous sur Twitter si vous voulez, si ce n'est pas le cas. Envoyez-nous un petit message si vous nous connaissez sur nos
personnellement ou sinon sur nos réseaux sociaux pour savoir si vous voulez en savoir un peu plus. Tranche de couple sur Twitter, la page Tranche de couple sur Facebook. tranchedecouple@gmail.com si vous voulez nous envoyer un mail. N'hésitez pas, ça nous fera extrêmement plaisir. Ouais, et continuez à partager parce que même si vos Covid est passé, les confinements sont passés, vous avez plus autant de temps qu'avant pour nous écouter, mais ça nous fait toujours très plaisir de savoir que nos épisodes sont écoutés. Mais t'inquiète pas, il y a la nouvelle vague qui arrive. Oh, pardon. Oh, qu'il est désagréable. Voilà, écoutez, non, on vous souhaite un très bel été. On pense surtout à ceux qui, malheureusement, n'auront pas de vacances cet été et qui devront continuer à travailler, ou des personnes qui doivent s'occuper de proches ou d'amis qui sont malades ou qui sont seuls. Voilà, donc on pense beaucoup à vous. On voudrait faire un dernier petit coucou à Dimitri aussi, qu'on sait nous écoute régulièrement. Et puis, on vous embrasse et on vous retrouve dans tous les cas à la rentrée. À très vite. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, profitez du soleil, crémez-vous. Et à bientôt pour de nouvelles tranches. Vitaminé dans le cocktail.